Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ASE. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un acteur clé de la culture dans l'océan Indien et bien au-delà. Percy Yiptong, directeur artistique, fondateur de Cyber Productions, expert culturel auprès de l'OIF, formateur en management culturel pour l'Institut Goethe et membre de nombreux jurys artistiques internationaux. Percy, merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous l'avez dit avant que nous ne lancions ce podcast, ce ne sont pas les titres qui sont importants, c'est l'action. Et justement, nous allons parler d'action parce que vous cumulez plus de 40 ans de parcours au service de la culture, en particulier dans la production de festivals, la structuration d'événements, l'accompagnement d'artistes. Un mot peut-être sur votre mission actuelle à l'OIF? L'OIF, c'était surtout pendant les Jeux de la francophonie, où j'étais expert culturel pour 3 éditions, depuis Beyrouth, Nice et Abidjan. Et donc là, je devais choisir et sélectionner des artistes de l'océan Indien, mais aussi de l'Afrique de l'Est, qui concerne le Rwanda, le Mozambique et Djibouti. Donc, et après, pendant les Jeux, j'étais jury en musique. Et la dernière édition à Abidjan, avant celle de Kinshasa, j'étais président du jury en musique. Ouais. Intéressant. Et nous allons parler de l'art et du sport, de la valeur ajoutée. On retrouve aujourd'hui de plus en plus de performances artistiques dans les grands événements sportifs. Je veux parler des JO, de la Coupe du Monde, des Jeux de la francophonie, pour ne citer que ceux-là. Pour vous, en quoi ce volet artistique apporte-t-il une véritable valeur ajoutée? Déjà, quand on dit que la culture est là, la Coupe du Monde, etc., mais c'est seulement comme de l'animation, comme le Super Bowl aux États-Unis. À la mi-temps, vous avez des stars comme Beyoncé, etc., et c'est vraiment ça brasse. Et d'ailleurs, on l'a vu dernièrement, en ce moment même, dimanche dernier, à la finale des championnats de foot des clubs. À la mi-temps, pour la première fois, on a mis un groupe. Donc, la culture est présente, mais c'est que comme animation. Et c'est pour ça que je tiens à faire ressortir que les Jeux de la francophonie, c'est quand même unique parce que c'est comme les Jeux olympiques pour le sport, sauf qu'il y a des compétitions culturelles, que ce soit en danse, en musique, en peinture, en conte, il y a même en hip-hop. Et donc, ça apporte une autre dimension. Donc, quand je dis culture, il faut faire la différence entre animation culturelle pour un événement sportif et puis les Jeux olympiques qui sont quand même seulement du sport avec un peu d'animation culturelle, alors que les Jeux de la francophonie, c'est le seul où il y a des compétitions culturelles. En quoi c'est important? C'est important pour moi parce que ça apporte, vous savez, chez un jeune, être physiquement performant, c'est bien. Déjà, ça aide beaucoup à sortir le sport dans les fléaux, que ce soit la drogue ou l'alcool, etc. Mais c'est aussi pareil pour la culture, que ce soit en musique, en peinture, parce que ce sont des activités qui sont saines, mais la culture permet une créativité, alors que le sport, c'est la performance. Donc, je vous donne un exemple. Si il faut gagner le 100 mètres, c'est celui qui court le plus vite. En 100 hauteur, c'est celui qui saute le plus haut. Or, les compétitions, par exemple, dans les Jeux de la francophonie, où j'ai aidé en tant qu'expert culturel, c'est comme tout art, quelqu'un qui voit qu'un tableau, c'est lui le plus joli, c'est pas la performance, c'est la créativité. Et la créativité, c'est une question de goût. C'est pourquoi pour un jury en musique ou en danse, c'est quand même assez subjectif, mais en même temps, ça apporte une créativité que le sport n'apporte pas.
Et moi, j'ajouterais en plus, ce qui est bien quand il y a la culture, c'est quand les jeunes se rencontrent, pas seulement des jeunes sportifs, mais aussi des jeunes artistes, et que les deux brassent ensemble, ça donne une ambiance extraordinaire pour n'importe quel jeu. Je vous donne des exemples concrets. Quand, par exemple, une finale de boxe Cameroun contre l'île Maurice, par exemple, ben, tous les artistes de ces pays et les musiciens se mettent dans le stade, dans la salle de boxe, pour supporter leur équipe nationale. Et là, ça apporte une ferveur et c'est cette mélange d'artistes et de sportifs qui apporte un plus que si on n'a qu'une compétition sportive ou qu'une compétition culturelle. Et c'est là où la créativité apporte un plus à la performance purement physique des sports. Tout à fait. Et c'est un apport qui va, vous l'avez dit, au-delà même de la compétition sportive. Organiser un grand événement culturel n'est jamais chose facile. Vous êtes un grand habitué. Quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées et celles que vous avez eu à surmonter aujourd'hui? Déjà, on ne peut pas généraliser. Par exemple, déjà, quand on parle de l'Afrique, c'est 54 pays. Et chaque pays a ses caractéristiques propres. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire je connais tout, même si j'étais dans 37 pays africains. Mais il y a quand même des lignes générales qui se dessinent. Et pas seulement en Afrique, dans le monde entier, quand on monte des grands événements. Le premier problème, c'est bien sûr le financement, comme partout. Et en Afrique, encore plus, parce que l'Afrique, il y a d'autres priorités que de financer du sport et de la culture. Il y a plus à financer la santé, la fourniture d'eau, d'électricité, la nourriture, comment se nourrir, avoir autosuffisance alimentaire, etc. Donc, le défi dans tous ces pays, c'est surtout le financement. Deuxième point, on peut avoir le financement, mais il faut avoir la structure organisationnelle assez professionnelle. Parce que souvent, on organise des choses à la va-vite ou à la bonne franquette, etc. Donc, s'il n'y a pas un minimum de professionnalisme, on est sûr d'échouer. Et puis, troisième point qui est important, il faut avoir le support des médias, mais surtout le support du public et des jeunes et de l'État, le gouvernement des pays qui organisent ces grands événements. Donc, ça, c'est les directrices qui sont caractéristiques de toute organisation de grands événements, même si ce n'est pas un événement sportif, même si on organise un grand mariage ou autre chose, c'est toujours les mêmes problèmes organisationnels. Mais dans un grand événement sportif et culturel, c'est surtout le financement. Et le financement, il dépend du secteur privé et du secteur public. Si on a le secteur public avec, c'est un grand atout parce que c'est l'argent des contribuables, l'argent de l'État, mais ça permet d'avoir une assise institutionnelle qui permettra de faire venir les sponsors du privé. Parce que quand le sponsor du privé voit, par exemple, grand événement patronné par le ministère des Sports et de la Culture, mais ça donne un cachet officiel qui inciterait une grande compagnie privée, que ce soit souvent en Afrique, par exemple, c'est souvent des compagnies pétrolières ou des compagnies de bière, souvent. Donc, c'est ça la plus grande difficulté, c'est d'avoir le financement. Maintenant, souvent, où le bas blesse, ce financement, on en a vu souvent, est-ce qu'elle est bien utilisée ou mal utilisée? Est-ce qu'il y a des détournements de fonds, des fausses factures? Ça, on ne peut pas rentrer dedans. Ça, c'est à la discrétion de l'honnêteté de chaque organisateur. Mais le plus grand défi, c'est vraiment le financement et la gestion de ce financement. Après, s'il y a un professionnalisme dans l'organisation, tout suivra plus facilement parce que le financement permettra de faire une campagne de promotion pour cet événement. Et là aussi, c'est très important. C'est là où la créativité des artistes et des créateurs pour créer une campagne de promotion à la hauteur de l'événement qui pourrait attirer le grand public. Parce que souvent, on organise des grands événements et finalement, le stade est à 3/4 vide. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je préfère avoir entrée gratuite et un stade plein que de faire payer pour rentabiliser un événement et d'avoir un stade un quart vide, un quart plein, 3/4 vide. Donc, je crois que c'est les principaux, mais encore une fois, je précise que chaque pays a ses propres caractéristiques et que ça dépend surtout de l'État, de l'intérêt de l'État et du secteur privé.
Vous avez évoqué la participation du public. Intéressons-nous en particulier à la jeunesse africaine qui est connectée, qui est créative et dont on dit parfois qu'elle est déconnectée, à tort ou à raison, qu'elle est déconnectée de sa culture. Quelle stratégie fonctionne aujourd'hui, selon vous, pour susciter l'intérêt de la jeunesse pour les cultures ou les initiatives locales? Ben, vous savez, la jeunesse, elle évolue. Moi, j'ai déjà 65 ans et j'ai vu l'évolution de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse évolue avec la technologie. Donc, la plupart, ils sont sur TikTok, sont en train de scroll, de descendre, de voir. Donc, c'est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui d'intéresser un jeune sans utiliser les médias d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour intéresser les jeunes aujourd'hui, c'est pas évident du tout parce que souvent, les jeunes, la société a évolué. Donc, pour intéresser les jeunes et surtout les jeunes en Afrique, ils représentent quand même aujourd'hui, c'est le continent où la jeunesse africaine est la plus nombreuse par rapport à l'entière population. Le pourcentage de jeunes de moins de 30 ans est énorme en Afrique. Donc, c'est l'avenir. Maintenant, pour les intéresser, souvent l'Africain, le jeune Africain, il est intéressé à sa carrière professionnelle avant tout. Donc, pour l'intéresser à la culture et le sport, il faut surtout lui faire ajouter un maximum d'infrastructures sportives et culturelles, mais surtout, les actions ne suffisent pas. Il faut avoir des animateurs, former des animateurs culturels et sportifs pour pouvoir les intéresser. Et tout commence à l'école. Si un jeune commence à s'intéresser au sport et à la culture, plus tard, c'est un intérêt qui va être là presque toute sa vie. Donc, le problème aujourd'hui, je vous donne un exemple du rap. Plein de jeunes adorent le rap. Mais est-ce que le rap reflète sa culture? Si son texte parle des réalités de son milieu où il vit, de la culture et représentative de la culture de son pays. Par exemple, je donne l'exemple de Positive Black Soul à l'époque où Awadi et ses potes, ils faisaient du rap, mais ils ont apporté la musique sénégalaise à l'intérieur du rap. À l'île Maurice, on aime le reggae, on a influencé, on a mis la musique du Sega, qui est notre musique nationale à l'île Maurice, à mélanger avec le Ségué que j'ai lancé il y a 30 ans, et on l'appelle le Ségué. Donc, pour les intéresser, c'est un premier point, c'est de pouvoir avoir dans son environnement des choses qui pourraient l'intéresser à faire du sport ou de la culture. Et par exemple, le foot, les enfants jouent au foot naturellement en Afrique, dans les rues, en Amérique du Sud, etc. Mais le foot n'a même pas besoin de faire d'efforts, il est là. Mais est-ce que la peinture ou autre chose est là? La musique aussi, elle est là, à travers les radios. Mais souvent, on entend, comme je vous dis, aujourd'hui, le hip-hop et le rap est énorme en Afrique. Mais est-ce que la musique traditionnelle dans le milieu de la world music a une place? Or, c'est des instruments traditionnels qui perpétuent la culture. Et c'est là où pour moi, il y a la difficulté pour qu'un jeune, parce que culture est tellement vaste, c'est un mot tellement vaste. Est-ce que culture veut dire culture mondiale, techno, hip-hop, électro? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on mélange la culture de son pays à ses tendances mondiales culturelles. Et c'est là où le jeune, pour l'intéresser, il faut pas seulement qu'il est sur les réseaux sociaux, etc. Il faut que dans son pays même, il y a par exemple beaucoup de musique locale, traditionnelle ou contemporaine qui puisse l'aider et qui ne va pas tout de suite aux musiques américaines, européennes, comme je le répète, l'électro, la techno et le rap. Mais je vois quand même qu'il y a en Afrique, par exemple, dans les DJ, des introductions de musique où il y a un musicien qui va apporter soit sa voix ou soit un djembé ou une kora pour mixer avec de l'électro, par exemple. Ou du rap où il va ajouter des instruments, mais aussi sa langue. Et la langue est très importante. Mais le problème, c'est qu'ils vont tous chanter en français, en anglais pour avoir un marché commercial, puisque quelqu'un va chanter dans sa langue de son pays, le marché est limité. C'est pourquoi beaucoup, on essaie de chanter en français ou en anglais pour pouvoir une ouverture internationale. Donc, pour intéresser les jeunes, c'est une question difficile à répondre, mais je pense qu'un jeune, s'il s'intéresse au sport, il peut s'intéresser aussi à la culture, à condition que l'État mette des infrastructures sportives et culturelles à la disposition de la jeunesse. Et aussi que les médias, les radios par exemple, ou les chaînes privées ne passent pas seulement des clips américains ou européens.
Médias, radio, télévision, Internet. Parlons à présent du numérique et de l'intelligence artificielle. On les Ah, accuse parfois de menacer la création, mais on y voit aussi des opportunités. Quel est votre regard personnel sur l'impact de ces outils dans le secteur culturel? mais ces impacts ont déjà un impact énorme comme l'intelligence artificielle sur la société en général. Donc, comme toute nouvelle technologie, il y a ses dangers et ses avantages. Regardez même le drone. Le drone était un outil incroyable pour filmer. Mais aujourd'hui, le drone est utilisé pour lâcher des bombes sur l'Ukraine ou Effectivement. à Gaza, ou etc. Donc, l'intelligence artificielle a certes ses avantages, mais les dangers sont là parce que l'être humain, on ne peut pas contrôler l'utilisation d'une nouvelle technologie. Moi, personnellement, je vais me baser sur une étude qui est sortie récemment sur l'intelligence artificielle. Ils ont pris des étudiants d'université pour passer leurs examens. Ils ont fait des étudiants classiques, prendre le livre et apprendre dans les bouquins comme à mon époque. Or, il y a depuis 15-20 ans, les gens vont sur les réseaux sociaux, sur Google, et ils vont faire des recherches sur Google, et puis ils tombent sur des textes et qui bouquinent. Donc, on va prendre le livre, c'est seulement maintenant sur un écran. Et l'intelligence artificielle, le contraire, il vous donne le résultat tout fait. Et après, ils ont étudié l'effet que ça fait dans le cerveau, et ils ont vu que la mémoire de celui qui a appris dans un livre est là, celui qui est allé sur Google Search est toujours là, mais celui des activités du cerveau qui étaient dans l'essentiel sont énormément diminuées. C'est-à-dire que l'être humain n'utilise plus son intelligence et sa mémoire parce que l'intelligence artificielle facilite. Donc, c'est certes que c'est un facilitateur, mais le danger, c'est qu'il fait que on n'utilise pas notre propre sens, c'est-à-dire que ce soit la vue, l'odorat, l'intelligence, etc. Donc, le danger pour la culture, je vous donne un exemple concret. Si je veux écrire une musique ou faire une vidéo, par rapport à avant, maintenant, l'intelligence artificielle, on n'a qu'à cliquer qu'est-ce qu'on veut, et il va vous Oui. sortir un film, un livre, un disque. Ce qui fait que la créativité est transmise à l'intelligence artificielle qui a pris toutes les créativités de l'être humain qui existent avant pour sortir un super produit. Donc, le produit final est bien, mais est-ce que la culture est servie parce que l'être humain n'est plus créateur de ses œuvres, il confie toute sa créativité à une machine. Et c'est là où devient le danger parce que l'être humain n'utilise pas ses capacités et laisse faire la machine. Et c'est là que peut-être en Afrique, comme la technologie arrive un peu plus tard, parce que déjà toute cette technologie, je vous dis, dépend de l'électricité. Dans plein d'endroits en Afrique, on a des problèmes de délestage et d'électricité. Peut-être, justement, l'Africain est toujours débrouillard. Vous savez, moi je suis africain, même je suis d'origine chinoise, mais je suis né à l'île Maurice de plusieurs générations. L'île Maurice, c'est un pays africain. J'adore l'Afrique parce que je vois un exemple comme Madagascar, avec n'importe quoi, ils font des choses. Ils récupèrent des déchets, ils récupèrent des choses et créent des choses utiles qu'ils peuvent utiliser. Donc, cette créativité des jeunes peut être dominée par l'apparition de l'intelligence artificielle. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer, mais c'est plus limité parce que la machine fait plus de choses. Par contre, en médecine ou d'autres domaines, ça aide, mais dans la culture, ça rend les gens paresseux, ça rend les gens laissent faire les choses. Et à ce moment-là, le problème, c'est que les vrais créateurs sont pénalisés par plein de pseudo-créateurs qui peuvent créer de belles choses, certes, mais qui ne sont pas leur travail, mais c'est leur travail de leur expertise de maniement de l'outil de l'intelligence artificielle qui domine. Pour finir, si vous deviez laisser un message à la jeunesse africaine et de l'océan Indien en lien avec la culture, l'engagement ou même la création, que leur diriez-vous? Mais je redis aux jeunes, souvent un jeune africain, la réalité économique domine, donc sa priorité, c'est de s'en sortir à travers l'éducation, avoir des diplômes, avoir un bon métier. Et pour moi, je crois en l'Afrique parce que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent qui aura le plus fort taux de croissance dans le futur. Dans les
jusqu'à le 2050, la jeunesse africaine sera la plus nombreuse dans le monde. Et comme la technologie permet d'améliorer le niveau d'éducation et permet aux Africains aujourd'hui d'être des professionnels de niveau mondial, moi je dirais, il n'y a pas que ça. La culture, la musique, l'art, etc. a sa place et elle peut avoir aussi une valeur commerciale, comme on a vu en musique les stars africains qui ont généré beaucoup d'argent, mais aussi en peinture, en danse, etc. Il y a des talents. Donc, mais les talents, le problème, c'est que ça doit pouvoir générer un métier qui rapporte de l'argent. Or, beaucoup d'artistes ne peuvent pas gagner leur vie, même en Europe, à travers leur art et la culture. Donc, tout ce que je peux leur dire, même si vous avez un beau métier, vous avez une belle maison, etc., l'art et la culture sont quand même un des fondements d'une société pour donner une valeur ajoutée à la représentativité de son endroit, de son quartier, de sa ville et de son pays. Donc, ce que je dirais aux jeunes, vous pouvez penser à améliorer votre vie sociale et économique, mais la vie culturelle permet à un pays de garder son âme. C'est ce que je dirais. Voilà. Merci infiniment, Percy, pour cet échange riche. Merci pour votre message à l'endroit de la jeunesse, un message qui est très bien compris et auquel vous vous identifiez facilement parce que la jeunesse africaine, vous la connaissez, comme vous l'avez dit, vous avez eu le temps de travailler avec plusieurs jeunes et vous connaissez les réalités du continent. Merci. Surtout que pas seulement je les connais, j'aime la jeunesse africaine parce qu'ils ont un dynamisme qu'on ne trouve pas souvent ailleurs. C'est l'art de la débrouille. Ils sont des artistes de la débrouille. Quand je vais à Madagascar, quand je vais à Abidjan, quand je vais au Kenya, parce que l'Afrique, c'est francophone, anglophone, lusophone et créolophone aussi, et arabophone. Mais c'est vrai qu'il y a une effervescence chez les jeunesses, un dynamisme que je ne trouve pas ailleurs. Et je donne un exemple, à l'île Maurice, on a un Sud-Africain qui a réussi à Harvard aux États-Unis, et ça c'est un message pour la jeunesse. Quand il a réussi, il a décidé de monter une université pour les futurs leaders africains. Donc il a ouvert une université des leaderships africains à l'île Maurice en langue anglaise, et il va bientôt ouvrir une au Rwanda pour la langue française. Et là, c'est des gens qui sont identifiés, des jeunes en Afrique, qui reçoivent des bourses, des sponsors africains, parce qu'il y a de l'argent en Afrique, il ne faut pas seulement dépendre des fonds internationaux. Et c'est là où je pense que les jeunes Africains, ils ont tout à gagner, parce que l'éducation est là, les réseaux sociaux accélèrent les choses. Maintenant, l'avenir est dans leurs mains, il faut rester optimiste. Et moi, je crois dans la jeunesse africaine. En 2050, c'est eux, le continent africain, qui va être le fer de lance de la croissance mondiale économique, et j'espère aussi culturelle et sportive. Merci infiniment, Percy. Merci pour cet échange très intéressant. Merci également à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à vous abonner à notre newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez nous contacter également sur le www.asportevent.com. C'est l'adresse du site internet ou sur contact@asportevent.com. À très bientôt pour un nouveau podcast du réseau ASE et surtout, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.